Bien, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire commun entre Aquasecurity et Mirantis. On est ravis d'accueillir Aquasecurity pour ce webinaire dans lequel nous allons parler de quelles sont les bonnes pratiques pour protéger vos applications cloud natives et mieux comprendre quelles sont les nouvelles menaces de sécurité. Vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Ali et moi-même pourront y répondre à la fin de la présentation. Et ce qui me permet d'introduire Ali. Ravi de partager ce webinaire avec toi, Ali. Merci Stéphane, merci de m'accueillir dans vos locaux et je suis également ravi d'animer ce webinaire avec toi. Donc, moi, c'est Stéphane Montry, je suis solution architecte chez Mirantis. Je présente, on fait des démos autour des sujets cloud native, container, Kubernetes pour nos clients. On va pouvoir vous présenter déjà les conteneurs, ce que ça veut dire pour Mirantis. Et je souhaitais commencer par déjà rappeler un fait important que tout le monde connaît, c'est que effectivement aujourd'hui on se rend de plus en plus compte que la manière de développer des applications a changé. Les entreprises vont de plus en plus vers ce qu'on appelle du cloud native pour être à la fois plus agile, pour apporter plus d'évolutivité dans les applications, pour innover beaucoup plus rapidement et accompagner ces besoins rapides de changement de marché pour apporter plus de compétitivité aux applications qui sont développées. Et bien sûr, on se rend compte que aujourd'hui, le monde des conteneurs, de l'orchestration de ces conteneurs, notamment avec la technologie Kubernetes, c'est vraiment la technologie qui a d'une part le vent en poupe, et puis aussi qui représente le gros des investissements qu'on voit chez nos clients. Alors, ça veut dire quoi migrer vers du cloud native? Donc, on se rend compte qu'en fait, comme je disais, de plus en plus de développeurs développent en cloud native. Alors, développer en cloud native, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer des applications souvent monolithes en microservices. C'est une architecture qui permet justement d'apporter cette scalabilité, cette résilience au niveau des applications. Et on voit que de plus en plus de développeurs adoptent ces pratiques cloud native et de facto la technologie Kubernetes qui permet de mettre en avant tous les bénéfices qu'on va pouvoir tirer du monde des conteneurs en termes d'agilité, de scalabilité. Les chiffres que vous voyez à l'écran sont assez parlants hein, quand on voit le nombre de développeurs aujourd'hui qui travaillent sur ces technologies cloud native. Donc, c'est des vrais projets de migration des applications chez nos clients. Et l'usage de Kubernetes aussi croît de plus en plus. Si on voit le pourcentage d'augmentation de l'usage de Kubernetes, c'est assez impressionnant. L'étape après Kubernetes, on voit aussi émerger de plus en plus des architectures autour du serverless, ce qu'on appelle plus communément des cloud functions. Donc ça, c'est également des sujets qui arrivent de plus en plus. Et le dernier chiffre qu'on présente sur ce tableau, c'est aussi le pourcentage finalement de développeurs back-end qui utilisent aussi des containers. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement les containers étaient principalement utilisés pour des environnements stateless, et on voit que c'est également en train de changer et que de plus en plus des applications en mode stateful sont également déployées en utilisant la technologie de conteneurs. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, il y a vraiment cet engouement autour de cette technologie conteneur et de l'orchestration de conteneurs. Alors, bien sûr, on a vu beaucoup de technologies, beaucoup de produits, de solutions autour de l'orchestration de conteneurs. On pense à Swarm, Mesos et autres. Et finalement, c'est bien Kubernetes qui est le grand gagnant sur le marché. Donc là, il n'y a plus de débat par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers cette orchestration Kubernetes. Alors pourquoi Mirantis au travers de ces solutions conteneurs et Kubernetes? Alors Mirantis, si vous ne connaissez pas trop, c'est un acteur historique du monde OpenStack depuis plus de 15 ans, un énorme contributeur open source pour la partie OpenStack au travers de l'Open Infrastructure Foundation.
Mirantis a également acquis les assets de Docker Enterprise à la fin de l'année 2019, qui fait qu'aujourd'hui, Mirantis est également très actif, très contributeur au sein de la CNCF, et notamment au travers des différents projets Kubernetes. On va voir qu'effectivement, on a cet héritage des environnements Docker et de l'orchestration de conteneurs Docker, alors bien entendu Swarm, mais aussi et surtout Kubernetes, puisque c'est Kubernetes qui aujourd'hui est vraiment le focus que met Mirantis sur la solution, les solutions autour des conteneurs. L'idée de Mirantis, comme ça a été fait au préalable pour les environnements OpenStack, l'idée était de simplifier l'accès à cette technologie et de simplifier la mise en œuvre et l'opérabilité de solutions OpenStack qui peuvent s'avérer complexes. Aujourd'hui, Mirantis fait de même sur les environnements conteneurs et notamment Kubernetes. L'idée principale, c'est vraiment de pouvoir simplifier ces infrastructures cloud natives avec un credo assez simple, c'est tout container sur n'importe quel cloud, partout. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aider nos clients à déployer et livrer des applications plus rapidement et en sécurité, au travers d'un triptyque qui est choix, simplicité et sécurité. Alors choix, très simplement parce que effectivement, on va proposer notre solution, notre distribution Kubernetes, mais tout en laissant le choix de l'infrastructure sous-jacente, en laissant le choix des systèmes d'exploitation qui vont être utilisés, et finalement qu'on soit en cloud privé, en cloud public, avec les hyperscalers ou pas. Les clients finalement ont le choix de comment ils souhaitent déployer cette plateforme Kubernetes. Plus important encore, cet aspect choix va également nous permettre, aux clients de déployer nos solutions de manière consistante et cohérente à travers différents types d'environnements et de la même manière. Alors simplicité parce que ce qu'on veut faire chez Mirantis, c'est vraiment de simplifier l'accès à cette technologie Kubernetes, qui peut également s'avérer complexe. Finalement, installer un cluster Kubernetes, c'est pas très compliqué. Par contre, l'opérer au quotidien, ça devient une autre histoire. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier l'accès à cette technologie pour améliorer, optimiser les opérations sur ces plateformes. Et puis en sécurité, parce que on va fournir des plateformes sécurisées alors, au travers du runtime, des règles de sécurité qu'on va mettre dans notre solution, mais aussi, et c'est vraiment le but de ce webinaire, de s'allier avec nos partenaires technologiques pour fournir une plateforme sécurisée de bout en bout, de la conception des images jusqu'à la livraison en environnement de production. Également, ce que Mirantis va apporter aux solutions Kubernetes, c'est de pouvoir proposer à nos clients des déploiements complètement automatisés, en apportant également une gestion du cycle de vie de ces environnements. Comme je le disais, c'est les opérations au quotidien qui vont s'avérer complexes. Donc, de pouvoir automatiser, simplifier le cycle de vie des clusters Kubernetes qu'on va pouvoir déployer, c'est un gain énorme pour nos clients. Bien entendu, les distributions Kubernetes qu'on fournit sont certifiées par la CNCF. Et puis, en termes d'aspects sécurité qui sont embarqués par défaut dans la solution, bien sûr, on va s'intégrer avec des systèmes d'authentification, des systèmes de airbag, avec une distribution qui est certifiée FIPS 140-2, et on apporte également une gestion de vulnérabilité des images, on va en parler tout à l'heure. Et puis, comme tout éditeur, toute livraison de version de notre moteur Kubernetes s'accompagne d'une campagne de test intensive et de validation de la solution. La plateforme Kubernetes de Mirantis va également être capable de supporter des plateformes Windows. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir également tirer profit du monde des containers dans les environnements Windows et de pouvoir déployer des nœuds dans les clusters Kubernetes avec des OS Windows. Et puis pour finir, le dernier point, et c'est très important également, c'est que Mirantis s'engage également à fournir à ses clients un support en mode proactif, c'est-à-dire de pouvoir
proactivement assurer du monitoring, de l'alerting sur les environnements, et puis surtout avec des garanties de fonctionnement. On peut aller jusqu'au management de ces plateformes pour nos clients, ceux qui n'ont pas d'équipe assez grande ou qui n'ont pas forcément les compétences en interne, de pouvoir en fait avoir des équipes certifiées, compétentes de SRE pour manager ces plateformes. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail côté produit, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on va pouvoir se plugger sur tout type d'infrastructure, que l'on parle d'environnement bare metal, d'environnement virtualisé avec VMware ou OpenStack, ou les cloud providers type AWS, Azure, Google et autres. Et puis aussi au travers d'un partenariat très fort qu'on a lié avec Equinix Metal pour pouvoir proposer également du Kubernetes as a service sur ces plateformes-là. On a une première solution qui s'appelle Container Cloud, qui va vraiment être le point d'entrée des solutions Mirantis, que l'on parle d'environnement virtualisé avec l'offre OpenStack ou d'environnement containerisé avec Mirantis Kubernetes Engine, qui est notre distribution phare Kubernetes, mais également une autre distribution que l'on fournit pour nos clients qui s'appelle K0S, qui est une distribution légère, plus dédiée pour des cas d'usage de type IoT et Edge Computing. Donc, Container Cloud va permettre en fait le déploiement et la gestion du cycle de vie de ces environnements qu'on va vouloir déployer. Bien entendu, la partie sécurité qu'on va voir en détail autour du runtime qui va apporter notamment des composants permettant de bloquer des déploiements avec des images qui ne seraient pas certifiées conformes ou qui contiendraient des vulnérabilités. Et puis, notre registre privé, sécurisé, dans lequel vous allez pouvoir stocker vos images Docker qui doivent être déployées dans vos environnements. Et pour compléter le tableau, on apporte également des briques d'observabilité avec un pack qui s'appelle Stacklight, qui est finalement un packaging d'outils open source type Prometheus, Grafana, Elasticsearch, Fluentd, etc. pour apporter un premier niveau d'observabilité qu'on va d'ailleurs utiliser également avec nos équipes pour monitorer les environnements de nos clients. Et puis Lens, Lens qui est un IDE pour Kubernetes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a une bonne traction sur le marché et qui permet vraiment d'aider à l'accès à la technologie et de simplifier l'accès aux environnements Kubernetes, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas forcément que pour des environnements Mirantis. Donc, si on fait une overview rapide des conteneurs chez Mirantis, en bleu clair, c'est ce qu'on appelle la plateforme cloud native, qui intègre notre runtime de conteneurs, donc basé sur Docker Containerd, avec le moteur Kubernetes, qui va bien entendu travailler avec notre registré privé, et le tout orchestré par Container Cloud pour piloter ces environnements Kubernetes. Et puis en noir, la partie plutôt open source, innovation, avec K0S, qui est notre distribution légère, full open source, certifié CNCF également, donc disponible, que vous pouvez tester et installer. Et puis Lens, pour pouvoir apporter cette brique d'observabilité, cette facilité d'accès à la technologie, notamment pour les développeurs, pour pouvoir à la fois contrôler ce qui se passe en termes de déploiement, on va tester ces déploiements, mais également apporter de la visibilité en temps réel et de l'aide au debugging, au troubleshooting. Donc, finalement, ce qu'on retrouve sur ces plateformes, c'est la simplicité, encore une fois, de pouvoir déployer simplement, facilement, rapidement des plateformes qui vont être sécurisées, évolutives. Et puis surtout, on a des clients aujourd'hui qui ont des workloads critiques, type bancaire ou industrie, et qui nous font confiance sur ces aspects conteneurs et Kubernetes. Très rapidement, si on regarde un petit peu plus dans le détail ce qu'on a en standard dans Kubernetes, notre runtime qui va bien sûr permettre d'exécuter ces conteneurs avec de l'orchestration en prime Kubernetes, mais on continue tout de même à supporter les environnements Swarm, simplement parce qu'on a encore des clients sur Swarm qui ont besoin d'avoir ce support en continu, mais le focus est vraiment sur la technologie Kubernetes. Et puis en standard, on va intégrer Calico comme CNI, Nginx comme contrôleur ingress. Donc tout ça sont des modules qui sont en standard dans le produit, mais
qu'on peut également remplacer par d'autres au moment du déploiement, toujours pour laisser le choix de comment la technologie est déployée pour nos clients. Ensuite, le point important, et là où on voulait vraiment faire le focus aujourd'hui, c'est la partie sécurité. Et pour la sécurité, on a un premier point qui est très important, c'est comment on va stocker les images Docker qui sont créées par vos développeurs de manière sécurisée, de manière privée. Donc, dans notre portefeuille de produits, on fournit Mirantis Secure Registry, qui est notre solution de registre sécurisé pour les conteneurs, qui va notamment fournir des fonctionnalités clés comme le scan d'images, la signature des images, l'intégration dans une chaîne de livraison sécurisée, et puis pouvoir également partager ces images parce qu'on va pouvoir les mirrorer entre différents environnements Secure Registry qui pourraient être déployés sur différentes géographies ou dans différents data centers du client. Toujours sur ce triptyque simplicité, choix, sécurité. Donc, ce qui est important aussi, c'est que c'est bien un repository privé sécurisé qui va être capable de stocker à la fois les images, mais également des composants applicatifs, notamment au travers de chartes Helm, avec des fonctionnalités de mirroring, de catching des images, de scan de vulnérabilité, on va y revenir, d'enforcement des images, c'est-à-dire que si des images vont contenir trop de vulnérabilités critiques, on va bloquer le déploiement au travers du runtime dans ces environnements cibles, dev, staging, prod, etc. Et pour finir, ce qui est important de comprendre, c'est que ce registre privé va bien s'inclure et s'intégrer aisément dans ces chaînes de livraison sécurisées pour apporter de la confiance, généralement sur les types de workloads et n'exécuter que des workloads qui auront été approuvés, de pouvoir scanner ces images pour les vulnérabilités, s'assurer que uniquement les workloads approuvés seront en exécution, et puis ensuite pouvoir également promouvoir des images entre différents environnements, et puis en termes de stockage et fournir finalement le contrôle d'accès nécessaire à ce référentiel d'images pour s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes images et ne pas avoir en fait des trous de sécurité au niveau du stockage de ces images. Donc ça, ce sont vraiment les points importants sur notre registry. Maintenant, on a également des sujets autour de la sécurité qui vont être un peu plus complexes. Et c'est pour ça que Mirantis va s'allier avec des partenaires technologiques comme Aqua Security qui propose certaines choses qu'on fait également, mais qui va beaucoup plus loin en termes de sécurité et en termes de features pour sécuriser les environnements. Je vais donc laisser la parole à Ali qui va vous présenter ces aspects sécurité autour d'Aqua Security. Merci Stéphane pour cette première partie. Et effectivement, je vais parler un petit peu plus de Aqua Security et du volet sécurité de manière plus générale. Donc Aqua Security est un éditeur de logiciels spécialisé dans la cybersécurité et qui propose une plateforme permettant de protéger les applications cloud native à différents niveaux, à différentes étapes du SDLC, donc du développement logiciel de manière générale. Et donc ça va intervenir au niveau du build dans un premier temps, donc dans la construction vraiment des images, ce qu'on appelle les artefacts. On va en parler un peu plus en détail aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on a aussi dans cette stack cloud native, on a d'autres composants qui sont l'infrastructure sur laquelle vont tourner les workloads qu'on va retrouver à la fin et qui sont tout simplement un élément ou un sujet plutôt dynamique de ce qu'on aura construit au niveau du build. Donc, on va en parler un peu plus en détail, à la fois de la partie construction, comment on se rapproche ou on va au plus près des développeurs pour intégrer une sécurité, pour l'automatiser et pour la rendre comme une habitude et une étape qui est primordiale dans le développement du logiciel. Et donc, on va vraiment mettre le focus là-dessus. Et c'est ce qu'on voit dans le slide suivant, puisque on estime en tout cas qu'il y a deux étapes dans le monde cloud native ou dans la construction d'une application cloud native. La première qui est très importante, dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle la pipeline des artefacts ou les chaînes CI/CD des artefacts
Donc, c'est vraiment la façon de construire les composants qui sont statiques dans un premier temps et qui vont devenir dynamiques par la suite pour se transformer en ce qu'on appelle des workloads. Donc, c'est des charges de travail qui vont être dynamiques et qui vont tourner sur une infrastructure. Donc, on va se concentrer sur la première partie qui est l'artifact pipeline et on va voir pourquoi c'est un élément qui est important et pourquoi c'est important surtout de commencer par le début, intégrer la sécurité dès le début du développement et de la construction des artefacts, tout en automatisant tout ça dans les pipelines et dans les chaînes CI/CD. Donc la première étape, c'est vraiment de donner de la visibilité. C'est au niveau des artefacts, on va construire un certain nombre d'éléments qui vont composer l'application cloud native qui tournera plus tard. Ici, l'objectif, c'est vraiment de faire un premier scan de risque pour avoir de la visibilité sur le risque encouru, les vulnérabilités qu'il y aurait éventuellement sur l'image sur laquelle on va travailler ou qu'on va construire. Stéphane en parlait tout à l'heure, donc il y a des éléments qui sont intégrés déjà à la registry, qui permettent de faire des scans. Là, l'idée, c'est d'aller une étape plus loin, c'est-à-dire à partir de ce scan-là, que ce soit fait au niveau de la registry, au niveau des pipelines, de pouvoir vraiment remonter cette information de manière synthétique, de manière lisible, de pouvoir la prioriser, de pouvoir faire des recommandations de sécurité, c'est-à-dire comment on pourrait la corriger au niveau de la source, comment on pourrait minimiser l'impact de ces mises à jour-là, par exemple des packages, etc., qui seraient vulnérables, et bien évidemment comment on corrige le tout pour revenir à une posture de sécurité qui est optimale. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de gagner en visibilité là-dessus pour pouvoir par la suite passer sur la deuxième étape qui est vraiment le workload qui va tourner et qui va se baser bien évidemment sur l'artefact ou l'artifact qui aura été construit au préalable. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important de garder en tête par rapport aux applications cloud native de manière générale, c'est qu'on va avoir différents composants qui vont construire cette image-là et qui vont construire les fonctionnalités de l'application du coup cible. Donc là, le premier élément, c'est vraiment l'image de base. Ça, c'est l'équivalent voilà, d'un OS, que ce soit Ubuntu, que ce soit CentOS, que ce soit Alpine en l'occurrence pour les images conteneurisées. Et donc ça, c'est le premier élément. Le second élément qu'on voit sur le slide, c'est vraiment les librairies qui vont être utilisées par la suite par l'applicatif. Et donc, il faut aussi récupérer quelque part, pouvoir installer, pouvoir vérifier que le comportement de ces librairies-là est bien le bon, que les versions sont bien à jour, etc. Et on arrive au troisième élément qui est vraiment, on intègre le code de l'applicatif, c'est-à-dire les fonctionnalités, l'application elle-même, comment elle fonctionne, comment elle interagit avec à la fois l'image de base, donc l'OS, et comment elle va interagir avec les librairies et éventuellement d'autres types de dépendances qu'on pourrait avoir et qui doivent être aussi tout à fait à jour sur les dernières versions et qui ne contiennent pas de vulnérabilité dans un monde idéal. La problématique qui se pose ici, c'est que on en a un petit peu parlé avant, mais on a plus de 90% de l'application cloud native à la fin qui vient finalement de l'extérieur. C'est-à-dire l'image de base, elle n'est jamais construite, c'est-à-dire l'OS, il est construit par voilà, des éditeurs de logiciels externes ou des éditeurs d'OS externes. Et donc, on récupère cette image-là dans un repo public ou privé, mais en tout cas, l'image, elle vient de l'extérieur. Pour tout ce qui est librairie, que ce soit des librairies open source ou des librairies entre guillemets propriétaires, on va aussi les récupérer quelque part. Elles sont pas développées en interne dans les équipes de développement interne à une organisation ou à une entreprise. Donc l'idée ici, c'est qu'on a voilà ces deux éléments-là qui viennent vraiment de l'extérieur. Et on peut avoir encore, on en a parlé tout à l'heure également, des dépendances qui viennent de l'extérieur, des packages qu'on pourra télécharger pour faire fonctionner le code applicatif par la suite. Donc au final, on se retrouve avec uniquement le code applicatif qui est développé en interne
voire des fois qui est récupéré, soit développé par un sous-traitant, soit récupéré à travers des bouts de code sur des sites. On a déjà vu pas mal de nouvelles dans les news sur des bouts de code qui sont récupérés sur Stack Overflow, par exemple, ou sur d'autres plateformes qui permettent de construire l'application globale et qui peuvent être aussi, bien évidemment, vulnérables. Donc, il est important de garder vraiment cette image en tête, c'est-à-dire il y a une bonne partie de l'application, finalement, Cloud Native, qui vient de l'extérieur et qu'il est nécessaire, finalement, d'évaluer d'un point de vue sécurité pour voir s'il y a des vulnérabilités, s'il y a des malwares, s'il y a des secrets qui seraient oubliés dedans, et ainsi de suite. Et c'est ce qui mène vers la prochaine partie du coup de cette présentation, puisqu'on retrouve aussi d'autres types d'attaques ou de risques. Le premier est assez marrant, mais ça nous arrive à tous, je pense, tous les jours. En tout cas, moi, ça m'arrive personnellement tous les jours de faire des fautes de frappe. Là, en l'occurrence, il s'agit de faire des fautes de frappe lorsqu'il faut récupérer une image. Donc, je vais prendre un exemple assez simple. On connaît tous, par exemple, Nginx. Moi, au début, je ne savais pas trop comment l'écrire. Aujourd'hui, j'hésite encore des fois à mettre le N avant le I ou le N avant ou le G pardon avant le N et ainsi de suite. Là, ce qui arrive en fait, c'est vraiment une technique d'attaque qui consiste à utiliser ou tirer profit en tout cas de ces erreurs de frappe pour récupérer des images Nginx qui seraient vulnérables et qui contiendraient soit des librairies vulnérables, soit des malwares, ou soit en tout cas des éléments qui permettraient par la suite à l'utilisateur mal intentionné de récupérer des informations, d'avoir accès à l'écosystème sur lequel va tourner cette image Nginx qui n'est pas vraie finalement. Et donc ça, c'est vraiment une technique d'attaque qui est assez répandue dans un monde cloud natif et qui s'appelle du coup typo squatting, donc qui consiste à faire une typo au moment de récupérer l'image. Donc c'est assez simple à faire comme erreur, mais ça peut être très dangereux dans un environnement cloud natif. Et ensuite, on a toute la partie, toute la confusion autour des dépendances, que ce soit à travers des package managers, par exemple, on va récupérer des éléments pour faire fonctionner l'application. Donc, on va faire un pip pour Python, on va faire un npm pour récupérer d'autres packages. Sauf que finalement, on exécute la commande, mais on ne sait pas vraiment d'où viennent du coup les binaires qu'on récupère. Et il peut arriver qu'il y ait justement des packages qui soient vulnérables aussi ou qui soient tout simplement malicieux et qui atterrissent finalement dans l'écosystème dans lequel va évoluer l'application cloud native. Et le troisième élément qu'on retrouve assez souvent aussi, c'est tout simplement de l'utilisation d'outils open source avec des fois des éléments qui sont vulnérables, des composants qui sont vulnérables, ou tout simplement, encore une fois, des malwares ou des éléments malicieux qui ont été introduits dans ces composants open source. Et nous, on va aller utiliser ces composants-là en se disant que voilà, c'est un outil open source qui est encouragé par la communauté, qui a été construit par la communauté et qui ne peut pas, de fait, inclure de logiciels malicieux ou de composants malicieux. Voilà, ça peut être le troisième vecteur d'attaque dans un monde cloud natif qui renforce du coup la nécessité de faire un scan au niveau de la registrie, comme le disait Stéphane tout à l'heure, mais aussi de suivre dans le cycle de vie de l'application, continuer à faire des scans réguliers, que ce soit sur le conteneur une fois qu'il commence à tourner, ou continuer à le faire dans les chaînes CI/CD et dans la registrie. Donc ça fait 3 endroits où il est nécessaire peut-être de scanner pour avoir une image vraiment d'ensemble. Et donc, c'est des éléments effectivement qui ne sont pas forcément détectés par des outils qu'on retrouve le plus souvent dans les organisations aujourd'hui, de type AST, Application Security Testing, ou SCA pour la partie Software Composition Analysis, donc qui permet de remonter des éléments sur
les logiciels open source, les librairies open source qui sont utilisées, est-ce qu'elles sont sur leur dernière version ou pas. Là, il s'agit vraiment de détecter avec les outils Aqua des attaques ou des malwares un peu plus sophistiqués. Donc, comment on va pouvoir s'en protéger ou se protéger contre ce type de risque, ce type d'attaque? Ici, il s'agit de faire en sorte que l'application ou l'image prenne soit sur son état dynamique, donc devienne un conteneur, mais toujours dans la phase de construction. Donc, on est toujours dans la phase où on a l'image qu'on a développée, laquelle on a ajouté du code applicatif qu'on a stocké sur la registrie. L'idée ici, c'est d'émuler un conteneur qui se base sur cette image-là, sur un environnement qui est isolé, donc une sandbox, pour voir le conteneur ou l'image dans son état vraiment dynamique et voir si on a, en plus, bien évidemment, des vulnérabilités que pourrait inclure l'image, les packages, les dépendances, etc., de voir s'il y a d'autres risques, par exemple un exécutable qui se met à tourner lorsqu'on démarre le conteneur. Ou est-ce qu'il y a des communications vers l'extérieur qui ne sont pas légitimes. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont importants dans le fait d'émuler justement cette image-là dans une sandbox sous forme de conteneur pour voir si dynamiquement il y a d'autres risques qui ne seraient pas vus par un scan vraiment statique. Donc, ça nous fera gagner du temps par la suite parce qu'au final, on les verrait, ces risques-là ou ces attaques-là sur le conteneur dynamique, en fait, on les verrait au final lorsqu'on démarre le conteneur, soit en pré-production, soit en production, mais c'est un peu tard pour revenir en arrière. En tout cas, ça prend plus de temps d'aller jusqu'au bout pour revenir en arrière et corriger ce qu'il y a à corriger. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de le faire au plus tôt, au plus proche des développeurs, afin d'être sûr de couvrir un maximum de risques en amont de la deuxième étape dont on va parler dans un instant. Et donc, pour reprendre un peu les différents piliers qu'il faut couvrir, ou qu'il est nécessaire en tout cas de couvrir dans une phase de construction, que ce soit au niveau de la registrie, au niveau des pipelines CI/CD, avant de transformer cette image-là sous forme de workload. L'idée ici, c'est de revoir, les vulnérabilités, donc dans les composants open source qu'on va utiliser et qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'applicatif. On va du coup faire un scan de vulnérabilité, on va remonter un certain nombre de résultats avec un certain nombre de recommandations sur comment corriger, comment éviter qu'on retrouve en tout cas les mêmes vulnérabilités dans d'autres applications et ainsi de suite. Le deuxième élément qui est important, c'est tout ce qui est malware. Donc malware, on peut retrouver dans le code, on peut identifier des malwares qui seraient du coup dangereux pour l'applicatif et pour les bases de données, pour les données de manière générale des clients qu'il y a sur les applicatifs, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de l'identifier dès que possible. Et le troisième élément qui est tout aussi important, c'est de pouvoir en tout cas identifier à travers des scans réguliers tout ce qui est données sensibles. Donc, est-ce qu'on a oublié des secrets à l'intérieur des images, des clés API, des certificats ou des clés privées publiques? Voilà, il y a un certain nombre de bonnes pratiques en termes de gestion des secrets qui doit être vérifié afin d'être sûr de ne pas être par la suite avoir une backdoor avec le mot de passe, par exemple, pour se connecter à une base de données ou des choses comme ça. Et ensuite, on a un quatrième élément qui est aussi important, c'est comment on va construire cette image-là. Quelles sont ses propriétés, quels sont ses labels. Donc ici, par exemple, on va vérifier les permissions qui sont configurées dans l'image en question. Donc, ça nous permet en tout cas de vérifier si on est en phase avec un référentiel, par exemple, de sécurité interne qui ne recommande pas l'utilisation de root ou d'un utilisateur privilégié. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment l'identifier au niveau, enfin au plus tôt en tout cas. Le prochain élément, c'est vraiment le contenu de l'image, c'est d'avoir une sorte d'inventaire de ce qui est utilisé en termes de package, en termes de licence,
en termes de vérification ou de contrôle personnalisé. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça rejoint ce qu'on disait au début des slides, c'est vraiment de gagner en visibilité sur ce qui est utilisé réellement dans l'image en termes de package, de licence ou d'outils open source de manière générale. Et si jamais on a, par exemple, une vulnérabilité qui impacte un composant open source, qu'on ait la capacité de tout de suite retrouver dans tout l'écosystème, donc dans des milliers d'images, tout de suite retrouver, de pouvoir lister et inventorier toutes les images qui utiliseraient ce composant-là qui est vulnérable, qui est devenu vulnérable. Et le dernier élément qui est aussi très important, dont on parlait tout à l'heure, c'est de faire une analyse vraiment dynamique. Et donc, c'est le fait d'émuler un conteneur, toujours dans la phase de construction des images, d'émuler ce conteneur-là qui va se baser sur cette image-là, pour voir si on a ce qu'on appelle du supply chain poisoning. Donc, c'est tout simplement la supply chain logicielle qui est empoisonnée ou qui est compromise après qu'on y ait intégré des composants vulnérables ou malicieux. Donc là, l'idée, c'est d'identifier des comportements de compromission avec des indicateurs de compromission d'ailleurs, et de pouvoir identifier ces comportements suspects et de pouvoir les bloquer au plus tôt avant d'aller vers des environnements de test ou de production un peu plus loin dans le cycle SDLC. Donc, pourquoi cette première partie est importante? Parce que c'est là où on va vraiment faire un certain nombre de vérifications dont je viens de parler. Mais l'idée ici, c'est avant de passer à la suite, donc passer à un environnement qui est dynamique, on va faire tourner le conteneur sur une infrastructure qui soit renforcée, durcie ou pas. L'idée, c'est ici de pouvoir avoir vraiment un artefact qui est complètement propre d'un point de vue sécurité et valide, conforme vis-à-vis d'une politique ou d'un référentiel de sécurité, interne ou externe, et qu'on ait ce qu'on appelle l'acceptance gate ou le security gate. Donc, c'est une porte tout simplement qui permet de dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment tout vérifié? Est-ce que l'image est bien conforme par rapport à nos guidelines? Et est-ce qu'on peut faire tourner un workload qui va se baser sur cette image-là? Donc là, on a la possibilité, avec la plateforme Aqua, de pouvoir vérifier tous ces éléments-là de sécurité des artefacts, donc de manière très rapide, sans configuration particulière, de dire tout simplement est-ce qu'on a la visibilité nécessaire sur tous les composants, est-ce que tous les composants sont conformes, est-ce que tous les composants sont attendus, parce qu'il peut arriver qu'on ait, par exemple, qu'on retrouve une librairie qui n'a pas été ajoutée au moment de la construction, et donc il s'agit ici de l'identifier avant de passer à la suite. Donc voilà, donc cette acceptance gate est très importante puisqu'on a la possibilité de valider avant de passer à la suite. Je vais finir sur ces éléments-là, sur on va dire la deuxième partie ou la partie qui complète du coup l'image globale et qui permet vraiment d'avoir une sécurité au plus près des développeurs et des personnes ou des équipes qui construisent les applications. Et puis ensuite, dans un second temps, à droite, avoir un ensemble de mesures de contrôle qui vont permettre de faire des scans réguliers du coup des conteneurs qui vont tourner, qui vont se baser sur une image qui a été valide hier, mais qui ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et donc, il s'agit de l'identifier. Il s'agit aussi de pouvoir identifier, détecter des menaces nouvelles. Il faut aussi pouvoir détecter ce qu'on appelle du drift, c'est-à-dire un changement vraiment dans le comportement de l'image ou tout simplement dans la liste des exécutables, par exemple, qu'on aura identifié en amont à gauche, du coup, dans la phase de construction. Est-ce qu'on a un nouvel exécutable qui a soudainement qui apparaît soudainement dans le conteneur? Ça, il faut pouvoir le détecter parce que c'est forcément suspicieux. En tout cas, il faut pouvoir l'identifier, l'analyser et y répondre, donc avec du coup une réponse appropriée, donc soit un blocage, soit une remontée de log, soit des éléments qui permettent d'analyser au niveau forensique, et tout ça pour avoir toujours le même niveau de visibilité
et de pouvoir corriger et revenir vers les premières phases s'il y a besoin pour vraiment corriger les vulnérabilités ou les drifts de comportement. Tout ça dans un but bien évidemment de protéger à la fois le workload, donc l'application qui commence à tourner, et l'infrastructure qu'il y a autour qui permet de l'héberger, de le faire tourner. Et donc, ça permet de faire la transition. Donc, l'infrastructure, c'est Mirantis, là en l'occurrence, avec la registrie dont on parlait tout à l'heure, où on stocke les images et qui vont permettre ensuite de construire un conteneur de manière assez flexible et assez rapide. Et on arrive à la deuxième partie de ce webinaire, où on a une démo donc en live avec Stéphane. Je te repasse la main. Merci Ali. Alors, donc vous avez pu voir effectivement quelles sont ces nouvelles menaces et puis comment pouvoir protéger les applications. Alors, l'idée de la démo, c'est surtout de vous montrer ce que va proposer la registrie Mirantis au travers d'images utilisées pour déployer une application en mode microservice qui s'appelle SockShop. En fait, on va retrouver un catalogue, des items, un panier. Donc tout ça, en fait, sont des microservices différents qui vont être utilisés dans l'application, qui vont utiliser des images différentes. Et on va voir comment elles sont stockées dans la registrie, comment elles peuvent être analysées par la registrie Mirantis, mais aussi par la registrie Aqua Security. Je vais passer d'abord sur la bonne. Voilà, juste réfléchir si je n'ai pas été déconnecté. Et c'est le cas. Voilà, donc là j'arrive en fait sur une interface de Mirantis Secure Registry, donc qui est organisée en fait sous forme d'organisation avec des utilisateurs qui vont avoir des permissions par rapport à ces organisations et dans lesquelles on va définir des repositories dans lesquels on va retrouver nos images. Alors pour cette démo, j'ai créé un ensemble de repositories sous une catégorie que j'ai appelée Aqua, dans laquelle on trouve quelques images, on en verra un peu plus tout à l'heure. Et quand je vais aller sur une image, bien sûr sur les infos, on peut apporter des informations complémentaires par rapport à ce repository, récupérer la commande de pull qui doit être exécutée pour récupérer cette image, les permissions qu'on peut y apporter, et puis les tags, donc les versions de l'image qui vont être stockées dans cette registrie. Donc on a la version du tag, le type d'OS, donc là c'est du Linux, un code digest, la taille, savoir si l'image a été signée ou pas. Donc c'est dans la registrie et dans un process complet de cycle de développement. Justement, on va stocker l'image, on va analyser ses vulnérabilités, on va pouvoir signer cette image pour être certain que quand au moment où on va la déployer, revérifier cette signature, s'assurer qu'il s'agit de la bonne image. On voit quand est-ce qu'elle a été poussée. Et puis, la partie analyse de vulnérabilité, où je vais pouvoir voir le détail finalement de ce tag. Où, premièrement, on va voir les différentes couches. Donc, Ali expliquait tout à l'heure, quand on crée une image Docker, effectivement, c'est un assemblage de couches qui viennent d'une image de base et qu'on va renchérir, sur laquelle on va ajouter des composants développés maison. Et donc, tout ça, c'est un empilement de couches, de layers dans une image. Et on va effectivement pouvoir avoir le détail de ces différents layers à ce moment-là. On voit déjà que j'ai un certain nombre de vulnérabilités qui ont été détectées, 17 critiques, 88 hautes, 56 médiums, cette basse, voir le détail de ces vulnérabilités par chacune des couches, et puis surtout voir quel CVE est impliqué dans cette vulnérabilité qui a été trouvée. Donc ça, dès qu'on va déposer l'image, on va pouvoir configurer la registrie pour que ce scan soit automatisé dès qu'on dépose une image. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurité que nous, on va apporter avec notre registrie. On verra tout à l'heure, Ali vous montrera la partie à quoi, montrer que on peut aller plus loin avec des outils de sécurité. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'au travers des différentes options qu'on va retrouver, des différents onglets, donc j'ai effectivement la partie tag, je peux définir des webhooks, je peux définir des promotions pour aller promouvoir cette image sur une autre registrie. Typiquement, je vais avoir différents environnements, développement, staging, prod.
je vais pouvoir promouvoir l'image de l'environnement de dev vers le staging, puis vers la production, pour vraiment aussi assurer la ségrégation des différents environnements. Définir des règles d'enforcement, je ne vais pas en créer, mais simplement pour vous montrer les règles qu'on peut définir. Donc, on peut checker en fait, le tag de l'image, on peut mettre en place des règles d'enforcement par rapport à un composant dans l'image, par rapport au nombre de vulnérabilités qui ont été détectées, etc., etc. Donc, le principe de ces règles d'enforcement, c'est de dire si une de ces règles est violée, cette image ne pourra pas être déployée dans un environnement cible Kubernetes. Et puis l'autre aspect intéressant qu'on va retrouver ici, c'est aussi du mirroring. Donc, très souvent, nos clients vont avoir des environnements à différents endroits, soit géographiques ou salle machine, avec différentes registries, en tout cas différentes instances de registries. Et bien souvent, ce qui va être important, c'est de pouvoir s'assurer que chaque environnement va avoir la même image, la même version d'image, et qu'on soit bien aligné sur ce qui va être déployé de chaque côté. Donc l'idée ici, c'est d'avoir potentiellement une registrie principale qui va mirrorer vers d'autres registries. Donc, ce qu'on trouve ici, c'est que là, j'ai mis un mirroring en place donc, sur une autre instance Secure-Registry. On voit tout en bas que celle-ci s'appelle registry.aqua. Donc, c'est l'autre registry que j'ai déployée pour cette démo. On va retrouver ici toutes les images de l'application SockShop, que ce soit le panier, la base de données pour le panier, le catalogue, les commandes, la partie paiement, la partie queuing, le shipping, etc. Donc, toutes ces images, en fait, sont stockées dans cette registrie, sur laquelle on a connecté également les outils Aqua, donc Ali va vous montrer tout à l'heure. Et là, on est sur, et c'est aussi un des points qu'on voulait apporter aujourd'hui, on est sur notre nouvelle version de registrie qui est déployée en mode Kubernetes. Jusqu'à présent, la manière dont on déployait nos registries se faisait au travers de nœuds dédiés dans le cluster. Héritage Docker Enterprise, donc c'était des nœuds Swarm sur lesquels était déployée la registrie. Et depuis décembre dernier, donc on a une nouvelle version, qui est la version 3, qu'on voit en bas à gauche, qui se déploie en mode 12 factor, au travers d'un chart Helm, et qui, de facto, va pouvoir se déployer sur n'importe quel environnement Kubernetes. Ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire aussi que on apporte sur le marché un registre privé sécurisé avec des fonctionnalités d'entreprise qui vont être importantes en termes de sécurité. On va pouvoir connecter avec des outils tiers de sécurité comme Aqua, mais surtout que vous allez pouvoir déployer sur vos environnements Kubernetes existants que vous pourriez déjà avoir. Alors pour vous montrer, j'avais oublié de l'ouvrir, je vais l'ouvrir maintenant. Pour vous montrer comment ça se déploie, je vais rapidement ouvrir notre IDE Kubernetes qui s'appelle Lens, et vous allez voir en fait comment c'est déployé ce composant registry au sein du cluster. Voilà, donc là j'ai un cluster, donc le cluster Kubernetes pour cette démo qui s'appelle Aqua Demo. Alors c'est un cluster Mirantis sur lequel on va retrouver des nœuds master et un certain nombre de nœuds worker. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais simplement pour vous montrer alors déjà les composants Aqua que Ali a installés dans le cluster pour pouvoir assurer la partie enforcer et puis l'analyse de vulnérabilité. Et j'ai un namespace qui s'appelle registry dans lequel je vais retrouver l'ensemble de mes composants de ma registry, le registry en tant que tel, les outils de signature, d'API, de scanning, etc. Et si on regarde finalement ce qui est déployé dans ce registry en termes de chart Helm, je vois bien que j'ai mon chart ici qui s'appelle MSR et qui a déployé l'ensemble de ces composants exposés au travers d'un contrôleur Ingress pour pouvoir être accessible depuis l'extérieur. J'ai perdu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver effectivement dans cette partie registry. Accessible ici. Donc là, l'ensemble de ces images. Et puis, on va pouvoir passer maintenant sur la partie, enfin, l'outillage Aquasec qui va également vous présenter la partie analyse de vulnérabilité et puis d'avoir finalement une vision plus globale sur la sécurité du cluster.
Merci Stéphane. Effectivement, je vais, puisque tu étais sur la vue de la registrie, je vais revenir rapidement dessus, juste pour montrer justement l'intégration. Donc on a, je ne sais pas si j'ai été déconnecté. Ah non, c'est bon. Donc c'est là où on va retrouver en fait la Mirantis registry, Secure Registry, et on peut le configurer. Pardon. J'ai pas l'habitude du trackpad, mais ça devrait arriver. Donc ça on retrouve en fait l'URL tout simplement qu'on avait justement à laquelle tu accédais pour avoir l'ensemble de tes images qui sont stockées. Bien évidemment, on a un élément qui est configuré, qui est lié à mon compte. On voit pas le mot de passe, c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est une configuration qu'on a faite en amont de la démo. Là, je montre rapidement juste le fait qu'on peut, une fois configuré, qu'on peut faire un scan manuel, c'est-à-dire il faut cliquer sur un bouton pour pouvoir scanner une ou plusieurs images ou scanner vraiment tout le contenu de la registrie, ou on peut l'automatiser donc à une certaine heure, par exemple, une fois par jour. Vraiment, ça, c'est au niveau de la registrie. Après, on peut faire d'autres scans à d'autres endroits, comme on le disait tout à l'heure. On peut avoir des paramètres un peu plus avancés pour gérer, par exemple, des exceptions, des tags particuliers, des images particulières, ainsi de suite. Donc, je voulais juste revenir là-dessus assez rapidement pour ensuite montrer vraiment le contenu de la registrie. Donc, je vais aller tout simplement sur l'élément qui permet d'aller sur vraiment l'ensemble des images configurées sur la plateforme. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. On va juste appliquer un filtre sur la partie Mirantis Secure Registry. Et là, on va retrouver vraiment l'ensemble des images que tu viens de montrer d'ailleurs, Stéphane, et qui composent du coup l'application donc SockShop, avec d'ailleurs d'autres types d'images. Et donc, dès qu'on configure en fait la registrie, vraiment quelques secondes plus tard, on va retrouver déjà les résultats. Donc là, c'est vraiment une synthèse du scan, mais on retrouve en tout cas les résultats d'un premier scan. Donc on peut très bien, par exemple, aller sur le détail. Là, on voit que l'image est conforme, mais elle est conforme vis-à-vis d'une politique de sécurité qui est pour l'instant, qui n'a pas forcément beaucoup de contrôle, mais qui ne contient pas en tout cas Log4j, donc ça fait partie de la partie démo. On va voir que sur la partie Dynamic Threat Analysis, donc de cette image-là en particulier, il n'y a pas de risque particulier. Donc, on a tout simplement émulé cette image-là en sandbox, donc dans la plateforme Aqua, pour permettre de voir s'il y a des risques plus avancés, plus dynamiques. Et bien évidemment, on va retrouver l'ensemble des éléments liés aux vulnérabilités et liés aux résultats du coup du scan de cette image en particulier. Donc là, on retrouve vraiment toute une liste avec bien évidemment d'autres types de filtres. Si on veut, par exemple, se concentrer sur la partie sur les vulnérabilités qui sont critiques, on va retrouver bien évidemment d'autres types d'informations comme voilà, quel composant est impacté par cette vulnérabilité-là, quelles sont les recommandations qu'on émet pour pouvoir vraiment corriger la vulnérabilité à la source, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger vraiment les conteneurs qui nécessitent de tourner tout de suite, mais pour lesquels on ne peut pas faire de mise à jour. Donc, c'est la partie vShield. C'est juste une approche de vShielding. Donc, ça permet de couvrir l'exploitation de cette vulnérabilité-là. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Et on a la partie vraiment où on accepte le risque et on dit tout simplement qu'on a bien conscience de ce risque-là, de cette vulnérabilité-là, et que pour l'instant, on l'accepte, par exemple, pour ne plus l'avoir éventuellement dans la liste. Donc, s'il y a un use case qui s'apparente à ce type d'approche, c'est tout à fait possible. Donc là, tout simplement, j'ai pris un exemple, mais on retrouve plein de vulnérabilités différentes. C'est à peu près la même approche pour les images qu'on retrouve ici. Donc, on a vraiment les résultats des scans directement des images. On peut aller un peu plus en détail. Ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est que on peut, par exemple, aller chercher d'autres types d'images. Je vais juste enlever le filtre sur les registres. On va retrouver, par exemple, cette image-là qui est fournie dans Docker Hub, qui peut être téléchargeable par n'importe qui. Et là, on retrouve vraiment que l'image, on retrouve d'autres types d'informations, comme la non-conformité par rapport à une politique qui s'appelle DTA, donc pour Dynamic Threat Analysis. C'est là où on active en fait ce composant.
et c'est ce qui permet de détecter d'autres types de vulnérabilités. Donc ici, on a tout simplement les résultats du scan dynamique. Donc une fois qu'on a émulé en sandbox ce conteneur-là qui se base sur cette image en particulier, on va retrouver d'autres types de risques qui sont d'ailleurs alignés avec le framework MITRE ATT&CK et qui permet d'avoir différentes catégories comme l'exfiltration de données. Donc on retrouve par exemple, on détecte un malware qui tourne sur le conteneur, mais uniquement une fois qu'il commence à tourner. Donc c'est vraiment un malware qui passe complètement inaperçu dans un scan plutôt statique. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de faire tourner le conteneur pour pouvoir le faire démarrer quelque part et pouvoir l'identifier. Après, on a d'autres types d'attaques comme voilà, un exécutable qui est vraiment uploadé pendant le runtime. Donc, dès que le conteneur a démarré, on a remarqué qu'il y a eu un malware qui a été déposé quelque part et qui permet de faire différentes choses. Donc, on a aussi des communications qui pourraient être interdites comme un crypto miner. On va voir un peu plus de détails vers des connexions qui vont vers vraiment l'extérieur. Après, bien évidemment, on va retrouver une carte géographique qui permet de suivre un peu les connexions, vers quel nom de domaine, vers quel IP, et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de gagner en visibilité sur les éléments qui sont fournis de l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est pas une image qu'on s'est permis de mettre sur la registrie Mirantis, mais c'est vraiment des images qui sont accessibles publiquement et que n'importe qui pourrait télécharger. Là, on a un autre exemple. Je vais simplement le montrer, même s'il est assez similaire au précédent, mais on retrouve juste une image qui porte ce nom-là et qui n'a absolument pas de faille critique ni élevée. Donc, on pourrait se dire c'est une image qui est tout à fait valide et pour laquelle on pourrait ajouter notre code applicatif, la faire tourner en production, etc. Sauf qu'au niveau de Dynamic Threat Analysis, on n'a pas beaucoup de risques non plus, mais on a un risque en particulier qui a été identifié et c'est vraiment une exécution d'un malware en mémoire. Donc, c'est encore un autre type de malware sophistiqué qui est exécuté en mémoire, c'est-à-dire qui laisse vraiment absolument pas de traces derrière lui. Même dans une approche forensique, on pourrait passer à côté. Et là, l'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de détecter ce type d'attaque également qu'on retrouve de plus en plus souvent sur les conteneurs et toutes les applications qui sont cloud native de manière générale. Donc ça, c'est pour ce qui est des images, des scans. Après, bien évidemment, on peut retrouver d'autres types d'éléments. Donc Stéphane l'a très bien décrit tout à l'heure. Il y a différentes couches, si je puis dire, dans l'image, donc qui permettent de construire l'image, ajouter des packages, etc. Donc on a la visibilité sur quel niveau ou quelle couche vraiment intègre ou embarque la vulnérabilité quelque part. Donc on a la possibilité de l'identifier. On peut avoir bien évidemment tous les éléments liés aux données sensibles, au malware, etc. Je vais passer rapidement sur une vue de l'application une fois qu'elle commence à tourner. Donc, ce qu'on retrouve ici, je vais tout simplement me concentrer sur, par exemple, l'application SockShop. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une image, plusieurs images, mais qui composaient du coup l'application donc de vente de chaussettes. Bon, on aura l'occasion peut-être de la parcourir une autre fois, un peu plus en détail, mais on retrouve tous les composants qu'on a vus tout à l'heure et qui ont été montrés par Stéphane dans la registrie, qu'on a revu au niveau des résultats du scan et pour lesquels on va retrouver, on va avoir de la visibilité vraiment là sur le modèle, on va dire, ou l'approche vraiment dynamique, c'est-à-dire on a une vue sur les conteneurs qui tournent, leur posture de sécurité et comment on peut régler les vulnérabilités qu'il y a dessus, les configurations et d'autres types de risques qu'on pourrait avoir. Et juste un dernier point, on a un peu parlé d'infrastructure tout à l'heure, on a parlé de cluster Kubernetes, etc. Je vais juste passer rapidement là-dessus. Donc, on a volontairement on a voulu avoir accès en tout cas aux nœuds. Donc, la liste des nœuds qui ont été montrés tout à l'heure par Stéphane. Donc, on a la visibilité dessus, on peut les retrouver ici. On va pouvoir retrouver par exemple les différentes VM qu'on va avoir. On a des vues sur les conteneurs qui tournent et les vulnérabilités associées et ainsi de suite. Donc le vert sur notre cluster, ça veut dire qu'on a un cluster qui est déployé de manière sécurisée. Exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle.
c'est plutôt une bonne nouvelle, pardon, et c'est plutôt une bonne chose d'avoir effectivement un cluster Cube bien configuré. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Mais ici, on a un moyen de le retrouver, de l'identifier et de le valider, en plus de, bien évidemment, tout ce qu'il y a autour des images et du reste des composants qu'on va avoir ici. Et on arrive à la fin de cette démo live. Alors, voilà, je vais juste apporter un dernier petit point que je voulais montrer tout à l'heure, que j'ai oublié, en fait. Donc, on a vu pas mal de choses autour du stockage des images, du contrôle des images. Mais il y a aussi un point intéressant qu'on va retrouver dans la registry Mirantis. Je vais aller sur le bon repository. C'est qu'on va être capable non seulement de gérer ces images, de supporter ces images, mais on est également capable de stocker des charts Helm, qui sont finalement des composants applicatifs. Alors là, j'ai chargé 3 charts, un sur Argo CD, un sur une application Hello Kubernetes, et puis un petit clin d'œil Aqua également, le chart Helm de l'Enforcer d'Aqua qui est déployé. Donc, on retrouve finalement également en termes de définition, enfin d'information, c'est les infos globales sur le chart, des éventuelles dépendances de ce chart, donc s'il a besoin d'autres composants pour démarrer. Et puis la partie configuration, donc on peut retrouver comme terme comme paramètre de configuration du chart. Et dans la registry, on va également apporter des éléments de linting, c'est-à-dire que la registry va pouvoir analyser le chart pour voir s'il n'y a pas des éléments de mauvaises pratiques qui sont déployés au niveau de ce chart. Il y a juste quelques questions pour toi, Stéphane. Je pense qu'il y en aura aussi pour Aqua, mais si on peut en traiter une ou deux. Oui. J'ai une question pour toi d'un participant qui dit intégrez-vous des outils de sécurité dans Lens directement? Alors peut-être juste, il nous reste, enfin, on vient de dépasser d'1 minute. On va prendre 2 questions et on répondra bien évidemment au reste des questions dans un second temps. Du coup, question pour toi, Stéphane. Intégrez-vous des outils de sécurité dans Lens directement? Oui, c'est une très bonne question. Donc, vous avez vu que Lens, effectivement, ça nous permettait d'accéder facilement à les clusters. Donc, en général, plutôt pour les développeurs. Donc, c'est important également pour les développeurs de pouvoir avoir accès à des éléments de sécurité sur les différents déploiements. Et ce qu'on va apporter dans Lens, en fait, on est capable d'enrichir Lens au travers d'extensions qu'on déploie dans l'outil, qui sont également un framework complètement open source. Donc, tout le monde peut aller déployer son extension. On en fournit un certain nombre. Et puis surtout, on va s'appuyer sur un écosystème de partenaires. Et notamment, par rapport à la sécurité, on a une extension qui s'appelle Starboard, qui vient d'Aqua, et qui vous permet, en fait, quand vous déployez en mode dev testing, la capacité d'avoir immédiatement une analyse de vulnérabilité de votre image. Et on prend une dernière question, peut-être une pour Aqua, qui dit avez-vous des programmes de conformité prédéfinis dans la solution? La réponse est oui. Il y a plusieurs programmes qui sont possibles, notamment CIS pour Docker, Kubernetes, Linux également. Et puis, on peut ajouter des contrôles personnalisés. Voilà. Merci pour votre participation. Merci Ali. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec toi. Tout plaisir est pour moi. Merci de nous avoir invités. À bientôt. Merci de votre participation. Merci, au revoir.